Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, avant d'entamer cette communication, je tiens tout d'abord à remercier Luigi Flora pour l'invitation, mais également les différentes personnes qui se sont impliquées donc, dans l'organisation de ce colloque. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation. Donc, je vais vous présenter une analyse comparative du cadre politico-juridique des États membres de la grande région relatif à l'engagement du patient dans le système de soins. Alors, en ce qui me concerne, donc, je m'appelle Gilles Louis, je suis doctorant et attaché de recherche au département des sciences de la santé publique de l'Université de Liège, en Belgique, et je suis également membre de l'équipe de recherche liégeoise du projet de recherche Interreg, approche patient partenaire de soins. Je vais y revenir. Alors, le sujet de cette communication découle de travaux réalisés dans le cadre du projet Interreg, approche patient partenaire de soins, avec l'acronyme APPS. Ce projet, financé donc par le Fonds européen FEDER, s'étend donc sur le territoire de la grande région composée en Allemagne de la Rhénanie-Palatinate et de la Sarre, en France de la Lorraine, du Grand-Duché du Luxembourg et de la province de Liège et du Luxembourg en Belgique. Alors, l'objectif général du projet consistait, je dis bien consistait, parce que le projet se termine fin de ce mois et nous avons d'ailleurs à ce propos tenu notre symposium de fin de projet le 16 octobre dernier, où nous avons présenté un livre blanc recensant nos principaux résultats, mais également des recommandations à l'attention donc des acteurs du système de santé. Alors, l'objectif général du projet, il consistait à explorer la transférabilité et l'applicabilité de l'approche patient partenaire de soins au sein de la grande région, en tenant compte des caractéristiques socioculturelles, organisationnelles et légales de ce territoire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble intéressant donc de dresser brièvement le contexte d'émergence de cette idée qui consiste à renforcer l'engagement du patient dans le système de soins. Alors, face aux défis sans précédent auxquels les différents systèmes de soins contemporains des pays industrialisés sont confrontés, ces défis sont d'ordre démographique, avec la modification de la pyramide des âges et l'augmentation de l'espérance de vie, épidémiologique, avec la progression des maladies chroniques, social, avec la préoccupation des patients pour leurs droits, technologique, avec l'accès en masse à l'information sanitaire, et économique, avec la rationalisation des coûts dans le domaine de la santé. Eh bien, face à ces différents défis, plusieurs travaux considèrent l'engagement du patient comme un levier pour y répondre, pour y faire face, mais aussi comme un moyen de participer à l'amélioration globale de la santé des populations et de la qualité et de la sécurité des soins. Bien qu'il existe un consensus scientifique sur les conséquences de l'engagement du patient, il n'existe cependant pas un accord dans le monde scientifique sur une façon de situer et d'organiser cet engagement du patient dans le système de soins. En témoigne la pluralité d'approches conceptuelles existantes. Et parmi ces différentes approches conceptuelles, le modèle du patient partenaire de soins développé par l'Université de Montréal est relativement récent et fort plébiscité dans la littérature francophone parce qu'en fait, il propose une perspective globale d'intégration de l'engagement du patient dans le système de santé. Donc ici, c'est une représentation de ce modèle de Montréal. Donc le modèle de Montréal, en fait, c'est un modèle multidimensionnel du continuum de l'engagement du patient, inspiré des travaux de Karman, qui se décline donc aux trois niveaux du système de santé, c'est-à-dire au niveau micro, dans la relation entre les professionnels de santé et les patients, au niveau méso, c'est-à-dire au niveau institutionnel, au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de l'élaboration des politiques de santé dans la gouvernance du système de santé, mais également dans les activités de recherche et dans la formation des professionnels de santé. Et dans le cadre de cette communication, je vais vous présenter en fait une partie des résultats d'un work package sur lequel j'ai travaillé en collaboration avec les autres partenaires frontaliers. Et dans ce work package, en fait, on s'est intéressé à un élément sur lequel on s'interroge peu, à savoir le cadre politico-juridique en tant que facteur structurel influençant l'engagement du patient dans les différents niveaux du système de santé. Et par cadre politico-juridique, les équipes de recherche se sont accordées pour le considérer comme la combinaison de hard and soft policies, en ce sens qu'il tient compte des normes juridiques et du cadre réglementaire existant contraignant et non contraignant, mais également de toute forme de recommandations, conclusions qui émanent d'institutions publiques et parapubliques du domaine sanitaire. Alors, je vais donc, dans un premier temps,
vous faire un état des lieux des principales sources politico-juridiques identifiées par chacun des pays membres de la grande région qui encadrent donc l'engagement du patient dans un domaine du système de soins de santé, à savoir l'élaboration des politiques de santé et la gouvernance, c'est-à-dire le niveau macro. Alors, dans le cadre de notre recherche, nous avons également identifié toute une série de sources politico-juridiques qui encadrent l'engagement du patient dans la formation des professionnels de santé et dans la recherche. Mais ici, compte tenu du temps qui m'est accordé, eh bien, je vais me focaliser sur le niveau macro. Et par ailleurs, c'est le niveau qui me semble le plus pertinent compte tenu de la thématique de ce colloque. Alors, dans un deuxième temps, donc, je vous proposerai donc une comparaison des résultats obtenus dans chaque région en faisant ressortir donc, les principales tendances interrégionales. Donc, en ce qui concerne la méthode, bien, chaque pays membre de la grande région a identifié des sources politico-juridiques encadrant l'engagement du patient dans l'élaboration des politiques de santé et dans la gouvernance, à partir tout d'abord d'un travail de recherche documentaire qui a été mené d'une part sur le site des principales institutions identifiées comme étant partie prenante au processus de fabrication et de mise en œuvre des politiques de santé dans chaque région concernée, mais également à partir des principaux moteurs de recherche juridique propres à chaque État de la grande région. Et nous avons, dans un deuxième temps, mené des entretiens donc, auprès d'informateurs clés des principales institutions que nous avions identifiées pour confronter notre travail de recherche documentaire pour voir s'il était suffisant et éventuellement pour le compléter. Donc, en ce qui concerne donc les résultats, donc je vais donc, dans un premier temps donc, vous présenter les principales sources qui encadrent l'engagement du patient dans l'élaboration des politiques de santé et dans la gouvernance du système de santé. Tout d'abord en commençant par le cas de l'Allemagne, ensuite j'aborderai le cas du Grand-Duché de Luxembourg, et puis de la France, et enfin je terminerai donc par la Belgique. Alors je tiens à vous signaler que je vais donc principalement vous exposer les sources politico-juridiques clés, donc ça ne va pas être une présentation exhaustive de l'ensemble des sources que nous avons identifiées, mais je vais vous présenter les sources clés qui ont formellement fait progresser l'engagement du patient dans l'élaboration des politiques de santé et dans la gouvernance du système de santé. Donc, commençons donc par l'Allemagne. Eh bien, en Allemagne, on voit que c'est en 2003, avec la fondation de l'agence indépendante du commissaire aux affaires des patients du gouvernement national, que commence la reconnaissance institutionnelle de l'engagement du patient. Ce nouvel acteur a pour principale fonction de défendre les intérêts des patients auprès du gouvernement et du ministère de la Santé. Alors, à côté de ce dernier, en fait, une institution parapublique va voir le jour en 2004 et renforcer le degré d'engagement du patient pour le faire tendre vers un niveau de consultation. Et cette institution, en fait, il s'agit du comité mixte fédéral, Gemeinsamer Bundesausschuss, donc GBA pour l'acronyme, qui exerce en fait une influence sur le système de soins de santé allemand par le biais de ces 9 sous-comités qui, pour chacun d'entre eux, en fait, se concentrent sur un domaine thématique différent de la prestation et du remboursement des services de santé. Et en vertu donc, de la loi de 2004, eh bien, la représentation des patients est obligatoire à toutes les réunions des sous-comités du comité mixte fédéral. Et il existe des dispositions légales qui définissent spécifiquement les caractéristiques des organisations des patients éligibles. Cependant, les représentants des patients n'ont pas de droit de vote de décision dans ces sous-comités. Donc, ils ont essentiellement une voix consultative et non délibérative. Afin de soutenir et de structurer le travail des représentants de patients, une unité indépendante de représentation des patients, la Staatsbelle Patientenvertretung, avec son propre conseil de coordination, va être créée au sein du comité mixte fédéral, le GBA, donc en 2008. Et cette nouvelle entité va amorcer en fait un accroissement du niveau d'engagement vers une forme de collaboration. Alors, en 2013, la loi allemande sur les droits des patients va être adoptée et elle va essentiellement venir consolider le niveau, voilà la loi, pardon, elle va venir essentiellement consolider le niveau d'engagement du patient en l'informant des droits
dont il est détenteur, même s'il avait été envisagé, au moment où on était en fait alors qu'un projet de loi, eh bien, il avait été envisagé qu'elle vienne renforcer le pouvoir de décision des patients dans les différents sous-comités du GBA, en leur donnant non plus une voix uniquement consultative, mais en leur accordant véritablement une voix délibérative. Mais évidemment, malheureusement, ça n'a pas été retenu. Et plus récemment, l'accord de coalition du gouvernement actuel fait état de l'importance de la place du patient au sein du système de santé, en déclarant notamment que les soins centrés sur le patient constituent le principe directeur de notre système de santé. Donc on voit qu'en Allemagne, l'évolution du cadre politico-juridique a formellement fait progresser le niveau d'engagement du patient dans la gouvernance du système de santé, et on peut considérer que ce cadre fait actuellement osciller le niveau d'engagement entre un niveau de consultation et de collaboration. Alors, en ce qui concerne le Grand-Duché du Luxembourg, c'est en 2004, avec le plan d'action e-santé lancé par le gouvernement luxembourgeois, que va s'amorcer l'implication des patients par la technologie, en leur permettant notamment d'accéder à des informations relatives à leur santé. Et depuis 2011, en vertu d'un règlement grand-ducal, eh bien, des représentants de patients peuvent faire partie des groupes de travail mis en place par le Conseil scientifique du domaine de la santé. Alors, la volonté d'impliquer le patient va se poursuivre en 2014 avec l'adoption de la loi sur les droits des patients qui va venir renforcer le niveau d'engagement du patient en l'informant de ses droits et obligations et en définissant les missions du Service national d'information et de médiation santé. Par ailleurs, depuis 2014, les associations de patients sont invitées à participer à plusieurs projets et plans nationaux. Par exemple, pour l'implémentation du plan cancer 2014-2018, une plateforme nationale cancer a été mise en place en intégrant en fait, dans la commission de suivi un représentant de la Patientenvertretung, qui est l'organisation un peu fêtière des associations de patients au Luxembourg. Et en 2017, le ministère de la Santé va déclarer souhaiter impliquer davantage les patients et les associations de patients dans les politiques de santé. Et ça va se faire dans d'autres plans nationaux, tels que le plan antibiotique 2018-2022 ou le plan maladie rare 2018-2022, où les comités de pilotage de ces différents plans vont faire appel à des représentants des associations de patients et de la Patientenvertretung. Donc, au Luxembourg, l'évolution du cadre politico-juridique a formellement fait progresser le niveau d'engagement du patient dans la gouvernance vers une forme de consultation. Alors, en ce qui concerne la France, c'est en 1974, avec d'une part la parution du décret relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et d'autre part avec la charte du malade hospitalisé, que s'enclenche la reconnaissance institutionnelle de l'engagement du patient. Ces deux textes énoncent pour la première fois la notion de droit des malades au respect de leur dignité et de leur personnalité et au droit à l'information. Peu de temps après la décennie 80, marquée par la crise du sida, le niveau d'engagement du patient va connaître une nouvelle avancée et dépasser le niveau d'information pour tendre vers une forme de consultation. Et cette évolution, elle est amorcée en 91 suite à l'adoption de la loi Évin-Durieux portant sur la réforme hospitalière qui formule les prémices d'une représentation des usagers dans les établissements de santé. Et cette évolution est corroborée en 96 avec les ordonnances de Juppé qui instaurent une représentation des usagers au sein des conseils d'administration des établissements de santé. Mais c'est en 2002, avec la loi Kouchner, que va se consolider le degré d'engagement du patient en posant les jalons de la démocratie sanitaire. Et en ce sens, elle prévoit notamment un renforcement des droits à l'information et au consentement du malade, une participation accrue de l'usager du système de santé avec la mise en place dans chaque établissement de santé d'une commission des usagers et aussi l'intégration de représentants de patients dans la conférence nationale de santé. Alors, bien que la loi d'août 2004 relative à la politique de santé publique soit à l'origine des balbutiements d'un accroissement du degré d'engagement, c'est avec la loi
HPST de 2009, Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, que s'affirme une progression vers un niveau effectif de collaboration. De fait, elle accroît la participation des usagers à la définition des programmes et actions régionales de santé avec l'implication de représentants des usagers qui émettent un avis sur le projet régional de santé. À partir de 2015, outre la loi de 2016 relative à la modernisation du système de santé renforçant les missions des représentants des usagers, divers décrets vont venir renforcer ce degré d'engagement. Mais également, on va voir, par exemple, dans le plan cancer 2014-2019, qu'une des mesures consiste à généraliser la participation des usagers dans les instances de pilotage et de gestion. Alors, on voit que le niveau d'engagement du patient est amené encore à évoluer dans les années à venir. En témoigne la loi promulguée en juillet 2019, Ma Santé 2022, relative à l'organisation et la transformation du système de santé, ainsi que la création par la Haute Autorité de Santé d'un conseil pour l'engagement des usagers, mais également la récente intégration d'un représentant de patient dans le collège de la HAS. Donc on voit qu'en France, l'évolution du cadre politico-juridique a formellement fait progresser le niveau d'engagement du patient dans la gouvernance du système de santé et on peut considérer que ce cadre fait actuellement osciller le niveau d'engagement entre un niveau de collaboration et de partenariat, même si on est plutôt sur de la collaboration. Alors, en ce qui concerne la Belgique, eh bien, en Belgique, la question de la participation des patients dans les politiques de santé est originellement liée au rôle des organismes assureurs qui, outre leur statut de simple assureur, visent aussi à représenter les patients et à faire entendre leur voix. Cependant, du fait de leurs divers stages, leur positionnement est complexe et ils sont davantage axés sur la représentation des intérêts de l'ensemble de la population assurée plutôt que sur la représentation des intérêts spécifiques des patients. Et jusqu'à la fin du siècle dernier, la participation des patients au processus d'élaboration des politiques de santé ou dans la gouvernance du système de santé était absente en dehors de celle donc proposée par les organismes assureurs. Et c'est à la fin des années 90, avec la création des fédérations des associations de patients francophones, flamandes et germanophones, ainsi qu'avec l'adoption de la loi de 2002 sur les droits des patients, que s'amorce la reconnaissance institutionnelle de l'engagement du patient. À côté, en fait, de ces fédérations qui sont essentiellement chargées d'informer les associations de patients et les usagers des services de santé, la loi de 2002 opère un nouveau déplacement le long du continuum de l'engagement du patient pour tendre vers un niveau de consultation. En effet, en plus du renforcement du statut juridique du patient, cette loi prévoit la création de la Commission fédérale des droits des patients dans laquelle siègent des représentants des patients. Et cette Commission fédérale des droits des patients, elle se voit notamment confier la mission de formuler des avis au ministre en charge de la santé publique. Dans la foulée de cette loi clé, de nouvelles normes juridiques fédérales apparaissent et viennent consolider ce niveau d'engagement du patient. Ainsi sont créées dans le domaine de la santé publique des institutions parapubliques fédérales dans lesquelles des représentants des fédérations des associations de patients siègent au sein d'organes consultatifs. Il s'agit notamment donc du comité consultatif de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, créé par un arrêté royal de 2007, ou bien la section consultative de l'Observatoire des maladies chroniques, créé par un arrêté royal de 2010. Et au sein de ces organes, les patients, les représentants de patients ne disposent que d'une voix consultative. Alors, plus récemment, une nouvelle évolution s'est produite pour tendre vers le niveau de collaboration avec l'apparition de représentants de patients dans le conseil d'administration du Centre fédéral d'expertise en soins de santé. En vertu d'une loi en 2015, ce KCE, en fait, c'est un peu l'équivalent en France de la Haute Autorité de Santé. Et cette nouvelle tendance semble être soutenue par la note de politique générale de l'ex-ministre de la Santé, qui affirmait sa volonté d'accroître l'implication du patient dans la politique de santé. Et récemment, cette intention s'est en partie concrétisée par l'intégration de représentants de patients dans le Conseil fédéral des établissements hospitaliers, qui est un organe qui se prononce sur toutes les questions relatives à la programmation
et au financement des hôpitaux. Donc on voit qu'en Belgique, l'évolution du cadre politico-juridique a formellement fait progresser le niveau d'engagement du patient vers une forme de collaboration. Alors en ce qui concerne les principales tendances interrégionales, donc je vais tout d'abord vous présenter donc, la première colonne du tableau et comme vous pouvez le voir, il semble intéressant donc, de se pencher sur la temporalité de la reconnaissance institutionnelle de l'engagement du patient au niveau macro. On voit que la France est pionnière en la matière avec l'apparition du décret relatif aux règles de fonctionnement des hôpitaux et la charte du malade hospitalisé en 1974. Et puis on voit que la Belgique emboîte le pas avec la création donc, de fédérations de représentants des associations de patients fin des années 90 et avec l'adoption de la loi sur les droits des patients en 2002. Et enfin, on voit que le Luxembourg et l'Allemagne sont deux pays plus tardifs en termes de reconnaissance institutionnelle de l'engagement du patient au niveau macro, avec d'une part l'engagement du patient par la technologie au Luxembourg en 2004 et d'autre part la fondation du commissaire aux affaires des patients en Allemagne en 2003. Et la précocité de la France et dans une plus faible mesure de la Belgique en ce qui concerne la reconnaissance institutionnelle de l'engagement du patient peut s'expliquer notamment par le fait qu'il y a eu une montée en puissance de mouvements associatifs dans le domaine de la santé dans le courant du XXe siècle. Et ces différentes associations vont porter des aspirations et des revendications, notamment en ce qui concerne la considération apportée aux patients et leur expérience de vie avec la maladie. Et ces revendications vont finalement déboucher sur des textes de loi en France et en Belgique qui visent à informer les malades des droits dont ils sont détenteurs. Alors, outre le fait que la reconnaissance institutionnelle dans les différents pays concernés se soit développée de façon distincte dans le temps, on voit que les résultats exposés dans la précédente partie nous montrent aussi des divergences en ce qui concerne la forme de l'engagement du patient et donc du niveau de maturité atteint entre les pays. Ainsi, nous pouvons voir que le cadre politico-juridique relatif à l'engagement du patient dans l'élaboration des politiques de santé et dans la gouvernance est plus avancé en France et en Belgique qu'en Allemagne et au Luxembourg. Ce constat peut également s'expliquer par le même facteur socio-culturel que celui évoqué juste avant, c'est-à-dire la présence d'une forte culture associative dans le champ de la santé ayant poussé vers une reconnaissance institutionnelle des droits des malades. Alors enfin, il semble intéressant de se pencher sur les acteurs qui représentent les patients dans les différents organes de concertation, voire de collaboration au sein des institutions de santé publique. En Allemagne, l'implication des patients en matière de politique de santé se fait essentiellement par le commissaire aux affaires des patients, par les organisations de patients et par l'unité indépendante de représentation des patients du comité mixte fédéral. Au Luxembourg, l'implication des patients en matière de politique de santé se fait essentiellement par l'intermédiaire des associations de patients et par l'institution qui est la Patientenvertretung, qui est l'organisation faîtière des associations de patients au Luxembourg. En France, l'implication des patients en matière de politique de santé se fait essentiellement par des représentants des usagers membres d'une association agréée au niveau national ou régional. Et en Belgique, c'est essentiellement par l'intermédiaire des fédérations, des associations de patients, que les patients sont représentés en matière de politique de santé. Alors, hormis l'Allemagne qui dispose d'un commissaire aux affaires des patients, l'implication des patients en matière de gouvernance et de politique de santé se fait dans les 3 autres pays par des représentants d'associations de patients. Et à cet égard, on pourrait se poser la question de la légitimité des représentants de patients. Et là, évidemment, je rebondis sur un point qui a été défendu ce matin par Christian Saout. On pourrait se poser la question de savoir si ces représentants d'usagers dans ces différents organes de concertation et de consultation défendent-ils les intérêts de l'association de patients de laquelle ils sont issus ou bien l'intérêt de tous les patients citoyens. Par ailleurs, leur intégration dans les différents organes de concertation ou de collaboration est-elle synonyme d'un changement profond du système de soins ou bien consiste-t-elle en l'expression d'un nouveau gadget bureaucratique destiné à renforcer des pratiques inchangées? Et récemment, le président de France Assos Santé, Gérard Raymond, a fait part de son avis dans les colonnes du journal Le Monde. Et selon lui, ces différents espaces d'échange et de concertation qui intègrent des représentants des usagers sont fragiles en ce sens que les représentants des usagers qui y siègent ont du mal à trouver leur place et ont du mal à être entendus.
Donc on voit bien que ce n'est pas parce que le cadre politico-juridique évolue et fait progresser formellement l'engagement du patient qu'il modifie pour autant les comportements des pouvoirs publics et des institutions. Alors, en conclusion, le cadre politico-juridique relatif à l'engagement du patient s'est développé dans les différents pays membres de la Grande Région de façon distincte, tant dans le temps que dans la forme. En conséquence, certains États sont aujourd'hui dotés d'un cadre plus mature que d'autres pour soutenir et encourager les démarches de partenariat de soins. Par ailleurs, ce cadre a permis aux patients de faire entendre leur voix en les intégrant dans des organes de concertation et de collaboration au sein d'institutions impliquées en matière de politique de santé. Néanmoins, la plupart du temps, les patients qui siègent dans ces différents organes de concertation et de collaboration ne disposent que d'une voix consultative. Et face à ce constat, les partenaires du projet ont élaboré différentes recommandations pour renforcer l'engagement du patient dans les politiques de santé et dans la gouvernance. Et j'aimerais ici vous en partager deux, qui sont en fait tirées du livre blanc qu'on a exposé lors de notre symposium de fin de projet le 16 octobre dernier. La première, en fait, elle consiste à repenser à la lueur de la notion de partenariat les textes législatifs sur les droits des patients et à encourager au niveau de la Grande Région la recherche d'une harmonisation en ce qui concerne leur attention. Donc ici, c'est vraiment repartir des différents textes de chaque État donc relatifs aux droits des patients pour essayer de renforcer en fait, le statut du patient et de le renforcer en le repensant à la lueur de la notion de partenariat pour ne plus qu'il soit uniquement vu comme un sujet protégé par des droits, mais bien comme un acteur de santé. Par ailleurs, une autre recommandation est celle qui consiste à inclure des représentants de patients dans les commissions parlementaires des entités de la Grande Région traitant des affaires de santé. Alors cette recommandation peut paraître ambitieuse, mais ici l'idée c'est vraiment de permettre aux patients d'avoir une voix qui compte réellement et pas seulement d'être entendus. Donc de leur permettre d'avoir une véritable voix délibérative et non consultative. Et alors je terminerai par des perspectives, notamment en termes de recherche. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'appuyer sur cette première étude descriptive et comparative du cadre politico-juridique relatif à l'engagement du patient dans le système de santé des pays membres de la Grande Région pour aller plus loin et voir comment le cadre influence les pratiques sur le terrain, mais également voir si les principales sources identifiées dans lesquelles une forme d'engagement du patient est formellement soutenue eh bien, contribuent à un changement des pratiques ou bien voir si au final elles ne sont que de simples intentions sans impact concret sur la réalité sociale. Je vous remercie.